Yorana et bienvenue dans Manava. La fête de l'énergie débute cette semaine et c'est l'occasion pour nous de faire un point sur nos modes de consommation électrique. Pour en parler aujourd'hui, nous recevons Romy Schneider, gestionnaire de l'espace info énergie de Polynésie. Bonjour. Bonjour Romy. Maréva Soulier, responsable marketing opérationnel pour le DT, Yarana. Yorana, et Jimmy Wong pour la société Sunzil. Yalena tout Yorana le Jimmy. monde. Et Janice Chan. Bonjour Janice. Bonjour Stéphane. Aujourd'hui, tu nous présentes la fête de l'énergie. Tout à fait. La première fête de l'énergie, la première édition de la fête de l'énergie date de 2010 pour la France et de 2016 pour Tahiti. Elle propose chaque année des conférences, des expositions, des débats ou encore des ateliers. Et à Tahiti, cet événement rencontre de plus en plus un franc succès auprès des écoles, des professionnels, mais aussi des particuliers. C'est un rendez-vous qui se veut ludique mais aussi entièrement gratuit afin d'informer un maximum de personnes sur les économies d'énergie, comme par exemple les conseils, les gestes de tous les jours pour éteindre la lumière, les multiprises et plein d'autres choses encore. Mais aussi sensibiliser aux énergies renouvelables, comme par exemple le chauffe-eau solaire pour l'eau chaude ou encore les panneaux photovoltaïques pour l'électricité. Et tout cela grâce aux nombreuses animations et aux ateliers organisés par les espaces Info Énergie. Romy, est-ce que tu peux nous rappeler les dates de la fête de l'énergie et nous détailler un peu plus sur les temps forts en fait de cet événement? Alors, la fête de l'énergie va se passer en 2 parties cette année. Il va y avoir une première partie qui commence ce jeudi, au collège Taravao et qui est réservée aux scolaires. Et la deuxième partie aura lieu la semaine prochaine, le vendredi 14 octobre et le samedi 15 octobre de 8 heures à 15 heures dans le hall de l'Assemblée de Polynésie. Ça va se passer, en fait, ça va être plusieurs intervenants qui vont avoir des stands et chaque stand va constituer un village de solutions concrètes d'économie d'énergie parce que cette année, on a voulu axer sur vraiment des actions qui existent déjà au Fénois et qui vont du coup nous inspirer, nous émerveiller et nous redonner de l'espoir face à tout l'éco-anxiété que peut engendrer ce sujet. Très bien. Romy, j'aimerais que tu nous parles de l'espace info service. Quelle est sa vocation et à quoi il peut nous servir dans la vie de tous les jours? Alors, le service de l'espace info énergie de Polynésie est un service d'utilité publique qui a été créé et en fait financé à 50% par le pays via le service des énergies et à 50 autres pourcents par l'ADEME, l'Agence de la transition écologique qui représente l'État français. Donc c'est vraiment une action commune et ce projet est porté par l'association de la Fédération des œuvres laïques, donc la Ligue de l'enseignement. Et donc les locaux se situent à Papeete, proche de Prince-Inouye. C'est un service qui a pour vocation en fait d'agir sur le terrain. On propose des conseils, des interventions, tout ça gratuitement pour le public, mais aussi pour les entreprises, pour les administrations. On a vraiment développé beaucoup d'ateliers et notre mission principale est d'accompagner la transition énergétique. Très bien. Mareva, quand on a une société comme ça qui travaille dans ce sens-là, j'imagine que pour ODT, vous devez voir une différence de consommation ou des habitudes modifiées? Disons qu'aujourd'hui, au niveau des habitudes et des différences, elles sont assez minimes, hein. L'accompagnement de EIE donc, est vraiment soutenu aussi. On est dans les mêmes actions, sauf qu'aujourd'hui, tout le monde connaît les gestes à faire, mais ne les applique pas forcément au quotidien. Ce n'est pas encore, on va dire, arrivé à l'étape mode de vie. Donc, Qu'est-ce que le EIE? C'est l'espace info énergie. D'accord, donc c'est l'acronyme. C'est l'acronyme, voilà, oui. C'est ça qu'on appelle entre nous. Très bien. voilà, on travaille assez en collaboration parce que bon, notre objectif est le même, justement, de tendre vers ces économies d'énergie et d'accompagner la population. La population y est suffisamment sensible, tu trouves? Oui, disons que aujourd'hui c'est l'accompagnement de proximité, hein, qu'on veut développer. On le fait déjà d'ailleurs, on a une campagne sur les économies d'énergie depuis plus de 2 ans. On travaille en proximité et en partenariat avec les communes. On a fait des actions avec RAO,
On a fait sur Punavia, on a fait sur Pirée et Faa. Tout type de population, aussi bien des adultes que des adolescents et des enfants dans une moyenne d'âge de 10-11 ans. Donc voilà, une proximité qui est attendue aussi par les communes pour justement accompagner cette population qui aujourd'hui, avec l'économie, a besoin d'avoir des outils, des astuces pour pouvoir mettre en Du pratique. concret. Voilà, c'est ça. Jimmy, pour Sunzil, on est sur une approche un peu différente puisqu'on est sur le photovoltaïque. Tout C'est à ça. fait, le photovoltaïque est une énergie qui est bien adaptée à la Polynésie parce que d'une part, on a beaucoup de soleil et d'autre part, elle est bien adaptée aussi aux utilisateurs, aux familles en fait, puisqu'elle peut se mettre de façon décentralisée dans toutes les maisons Alors et elle explique-nous. permet Alors, à chacun le fait que ça soit décentralisé, explique-le. eh ben, c'est au lieu d'avoir un gros générateur à la Punaru ou dans un endroit de l'île, chacun peut avoir en fait un petit générateur solaire qui produit de l'énergie chez soi. Donc ça vous permet d'économiser directement sur votre facture et ça aussi limite les problématiques de transport d'énergie d'un bout de l'île à l'autre. Donc c'est D'accord. vraiment l'énergie la plus adaptée à la consommation parce que c'est directement au niveau du consommateur. Quand un domicile comme ça génère de l'énergie, est-ce qu'il peut être autonome ou Oui, totalement autonome ou partiellement? oui, en fait, aujourd'hui, dans les villes, dans les gens qui sont déjà raccordés à l'EDT, il n'y a pas d'utilité ou ce n'est pas rentable d'être complètement autonome parce que ça voudrait dire autonome, ça veut dire pouvoir avoir son énergie produite par soi-même, même dans les conditions où il n'y a pas beaucoup de soleil, où on a beaucoup de gens à la maison. Donc ça voudrait dire forcément surdimensionner l'installation solaire. Donc un coût. Donc voilà, donc pas rentable complètement. Donc aujourd'hui, les gens ont plutôt une installation solaire qui leur fournit 30 à 40%, 50% de leur énergie globale et la partie de nuit, la partie où ont besoin de plus grosse consommation est fournie par le réseau UDT. C'est une démarche que vous voyez aussi progresser au niveau de l'EDT? Oui, tout à fait. On a, avec les partenaires solaires, justement, dès qu'il y a des clients qui vont chez nos partenaires solaires, donc ils sont obligés de se rapprocher de DT pour que nous aussi, on puisse mettre en place justement des compteurs adaptés Oui, voilà, à oui. cette consommation solaire. Et parce qu'il y a aussi des règles de sécurité à faire attention dans le cas d'une coupure, on va dire, électrique. Il faut savoir que s'il est en solaire, ça continue à circuler sur les câbles. Donc, si on est en plein C'est travaux, intéressant à savoir donc ça, il y a une d'accord. partie sécurité qui est importante, d'où le fait de devoir se mettre aussi en relation avec EDT. Et puis, ça fait partie aussi des charges par rapport au pays. Si une maison produit un petit peu plus d'électricité, elle en revend en EDT? Oui, il y a plusieurs utilisations. Certains, c'est juste pour consommer, pour s'autosuffire. D'autres vont passer dans une rubrique de revente uniquement. Et puis, tu as une troisième rubrique où il y a un mix des deux. S'autosuffire, mais aussi revendre le surplus. Donc C'est oui. plus aussi peut-être dans les îles où on a plus l'habitude d'être en autonomie et où le développement est plus intéressant? Dans les îles, clairement, il y a pas de réseau partout. Donc les gens sont, par la force des choses, obligés d'être en autonome. Et donc, c'est pas un choix de leur part parce que la solution en autonomie est beaucoup plus coûteuse, parce que ça demande un parc à batterie beaucoup plus C'est ce que élevé. tu expliquais tout à l'heure, oui. Voilà, donc c'est ça, donc c'est clairement le besoin dans les îles, il est énorme parce que chaque fois qu'on fait une petite pub, on voit qu'il y a énormément de gens des îles qui nous disent, mais oui, mais tu me dis que ça coûte pas cher, est-ce qu'on peut faire? Et là, on est obligé de leur expliquer, bah non, c'est pas, voilà, dans les îles, ça va être plus coûteux, monsieur, c'est pas tout à fait la même économie que sur Tahiti. Et puis il faut Mais mettre en place voilà. les protocoles de sécurité comme nous disait Mareva, donc ça peut prendre aussi. Les protocoles de sécurité, je dirais qu'ils sont aujourd'hui, ils sont déjà compris dans les normes en fait, hein, les normes des installateurs, les normes des onduleurs. Donc il n'y a pas vraiment de souci. On doit bien sûr se déclarer à l'EDT pour que l'EDT sache qu'il y a une installation solaire à tel endroit, change son compteur. Mais il n'y a pas de problématique aujourd'hui avec les systèmes de disjonction, les onduleurs. Il n'y a pas de problème de sécurité vis-à-vis du réseau. Remis, ça va dans le sens, c'est-à-dire que d'être à la fois sur le photovoltaïque, une partie sur le DT classique, ça va dans le sens de peut-être ce que vous pouvez préconiser ou conseiller en termes d'économie d'énergie ou de gaspillage, non? Alors, dans un sens, oui,
Mais nous, on essaye de suivre en fait ce qu'on appelle la démarche Négawatt, qui a été mise en place par l'association Négawatt, avec un N. Et en fait, cette association préconise une transition énergétique en 3 étapes. La première, c'est la sobriété. La deuxième, c'est l'efficacité énergétique. Et la troisième, c'est l'utilisation des énergies vertes. Mais elle n'arrive qu'en 3e position. Alors on va Donc reprendre. nous, Sobriété d'abord. voilà, donc je vais détailler les trois étapes. Donc nous, ce qu'on commence à préconiser, c'est en fait être bien conscient de nos besoins. Quels sont nos besoins en énergie dans notre famille, chez nous, mais aussi ça concerne les entreprises. Donc c'est tous les bâtiments en fait, ça concerne vraiment tout le monde. Donc quel est notre besoin? Par rapport à notre besoin, réévaluer ce besoin, parce qu'on sait que à l'heure actuelle, avec la crise énergétique, avec la crise climatique, nous habitons sur une planète dont les ressources ne sont pas infinies. Donc pour le moment, il faut vraiment qu'on fasse attention à tout ça. Et pour faire attention à tout ça, il faut être conscient et donc conscient de nos besoins. Une fois qu'on a vu nos besoins, réévaluer nos besoins à leur juste valeur. Donc consommer ce dont on a besoin, c'est ça la sobriété. Après la sobriété, il y a l'efficacité énergétique. L'efficacité énergétique, ça intervient plutôt sur le type d'appareil électroménager qu'on va utiliser, avec notamment l'étiquette énergie qui nous permet d'indiquer la consommation énergétique de chaque appareil électroménager. Et donc en fonction, on peut faire des choix, parce qu'on est vraiment maître de nos choix. Et en faisant ces choix-là, on va pouvoir réévaluer nos usages et utiliser des appareils qui consomment moins d'énergie, mais pour fournir le même service. C'est-à-dire qu'un frigo qui est de classe A+, par exemple, versus un frigo qui est de classe B, tous les deux, ils vont refroidir nos aliments. Par contre, le frigo de classe A+, va consommer beaucoup moins d'énergie qu'un frigo de classe B. Et à la fin du mois, sur la facture EDT, c'est ce qui intéresse souvent les gens, ça va faire une réelle différence. Mais la différence, elle est aussi à l'achat. C'est aussi pour ça que j'imagine que certaines familles, concrètement, vont choisir un frigo qui coûte un peu moins cher parce qu'ils ne peuvent pas investir sur un frigo type A+, et ne pas pouvoir patienter jusqu'à dire la facture suivante. On n'est pas là pour leur faire acheter Bien sûr. ou d'investir du budget. L'accompagnement, c'est aussi de faire avec ce qu'ils ont déjà. Donc, le gros travail va plutôt être sur les habitudes d'utilisation. Donc, plutôt que de faire une machine à laver pour 2-3 tricots, on va essayer d'optimiser, si c'est une machine à laver de 10 kilos, on ne va pas faire 2 kilos de machine alors qu'on peut rajouter. Donc voilà, vous leur expliquez la Voilà. réalité des choses et de pas C'est bien ça. de tout soit proportionné, on va dire. Le frigidaire, c'est la même chose. C'est vrai qu'il est préférable de voir qualité A+, mais si ce n'est pas le cas, on va lui proposer, souvent, il y a du givre. Ouais, vous faites vraiment de l'information. Ouais. Très bien. Sensibilisation là-dessus au maximum, mais de faire avec ce qu'ils ont, parce que tout le monde ne peut pas avoir le budget s'adapte. au moment. Voilà. Très bien. D'où l'évaluation des besoins. Ok. C'est ça. On marque une pause et on se retrouve dans un instant. On se retrouve avec nos invités. Romy Schneider, gestionnaire de l'espace Info Énergie de Polynésie. Mareva Soulier, responsable marketing opérationnel EDT. Et Jimmy Wong pour la société Sunzil. Janice, quelles sont les alternatives possibles en matière de production d'énergie ? Alors, ces alternatives à l'énergie sont appelées énergies renouvelables ou électricité verte. En Polynésie, les énergies renouvelables les plus utilisées sont l'électricité hydraulique, donc l'énergie créée par les flux de nos rivières, ou encore l'énergie solaire, donc liée au soleil. Et justement, vous l'avez peut-être vous aussi entendu tout comme moi à travers les médias, dimanche 12 septembre, pendant 1 heure, l'électricité produite à Tahiti était à 100% d'origine renouvelable, ce qui représente 61% par hydroélectricité, donc grâce à l'énergie créée par le flux de nos rivières, et 39% par le photovoltaïque, donc grâce au soleil. C'est une première, en tout cas dans le secteur de l'énergie en Polynésie. Un autre exemple aussi d'énergie renouvelable, notamment avec le SWAC de l'hôpital de Pirée. C'est le plus grand système de climatisation par l'eau de mer au monde.
monde. Et pour le coup, il est question d'une économie de 300 millions sur la facture électricité de l'hôpital, mais aussi une réduction de la consommation d'énergie de l'île de Tahiti de 2%. Un motif de fierté bien placé pour la Polynésie encore. Mariva, pour revenir sur l'essai positif du générateur virtuel Putuwira, c'est C'est comme bien ça ça. il s'appelle, hein. Combien de temps à peu près sera-t-il possible de passer en H24 en fait sur une énergie renouvelable? Alors aujourd'hui, on est toujours en phase de test, hein. D'ici quelques semaines, on devrait pouvoir être opérationnel. À savoir que le test, on a réussi sur 24 heures à tenir 14 heures en utilisation énergie renouvelable uniquement, en combinant le solaire et l'hydraulique. Donc, quand je n'ai pas de date pour le moment à te donner, mais notre objectif On est est en bien bonne de voie. tendre vers ça, puisque 2030, notre objectif est d'atteindre au moins 75% en énergie renouvelable pour pouvoir alimenter la population. Très concret. Voilà. Jimmy, est-ce facile d'installer des panneaux solaires? Est-ce qu'il faut avoir un minimum de qualité sur une maison pour pouvoir installer tout le système et pouvoir produire sa propre énergie solaire? Bah, les panneaux solaires, la façon la plus simple de les installer, c'est sur le toit de la maison. Ça prend pas d'espace au sol et donc il faut un toit qui tienne. Donc vous faites un audit de la maison, pas Non, spécialement? habituellement les nouvelles maisons tiennent le cyclone, donc elles tiennent les panneaux solaires, il n'y a pas de souci. Mais effectivement, sur les vieilles maisons, les maisons sur lesquelles on n'est pas sûr, clairement, on demande au client de renforcer sa charpente avant de poser nos panneaux. Ou lorsque la toiture commence à être abîmée, parce que poser des panneaux solaires pour ensuite les démonter dans 5 ans, changer les tôles, c'est pas économique. Donc on demande souvent à la personne de remplacer sa toiture, ses tôles avant de poser les panneaux solaires. Sinon, l'autre option, c'est de mettre, si on a un jardin suffisamment grand, les mettre au sol. Tout à fait. On peut aussi bien sûr les poser au sol. C'est un peu plus cher du coup parce qu'on a des coûts de structure au sol, un petit peu de béton, un D'armature, petit ce peu genre de choses. d'armature à Voilà. faire. Mais c'est tout à fait possible et c'est ce qu'on fait par exemple souvent, très souvent dans les îles. Parce que les îles ont souvent des maisons un peu plus modestes, un peu plus Et peut-être un fragiles. petit peu de terrain. C'est ça, ils ont beaucoup de terrain, donc on pose la plupart des sites isolés au sol. Et l'entretien se fait facilement. L'entretien très facile, c'est l'avantage du solaire en fait, c'est que c'est une énergie qui est très facile parce qu'il n'y a pas de pièces tournantes, il n'y a pas de moteur, il n'y a rien. Donc on pose des panneaux solaires, et les panneaux solaires tout seuls déjà produisent de l'électricité en courant continu. Donc il n'y a vraiment pas besoin de grand-chose, il y a juste un convertisseur courant continu, courant alternatif. Mais du coup, c'est quand même une énergie qui est très fiable et bien adaptée à la population et à la décentralisation justement. Alors je vois on peut fonctionner en photovoltaïque. L'hydroélectrique, on en passe de venir dessus. Donc maintenant, au sein d'une famille, il faut que tout le monde s'y mette. Et quels pourraient être les gestes du quotidien, Romy? Les plus intéressants et les plus probants sur l'électricité. Lorsqu'on regarde une facture, ce qui est le plus cher, qui donc, consomme le plus d'électricité dans la maison, c'est les appareils de froid. Donc, par appareil de froid, on entend les réfrigérateurs, les congélateurs, mais aussi les climatisations pour les ménages qui en ont. Donc, il y a énormément de conseils qu'on peut donner sur les appareils de froid. Déjà, par rapport au frigo, il faut vraiment dégeler si on voit de la glace qui se forme sur les parois du congélateur ou du Si c'est le frigo. cas, ça veut dire que le frigo et le congélateur consomment plus, Exactement. simplement. 3 mm de givre, c'est 30% de consommation en plus, tout D'accord, simplement. voilà. Donc ça monte Et donc, il faut le rapidement. dégivrer à peu près tous les... 3 mois. En fait, dès que tu vois que ça commence à dépasser 3 mm, donc 3 mm c'est vraiment petit, dès que tu vois que ça commence à dépasser 3 mm, tu dégivres tout de suite. D'accord. Après, généralement, on dit tous les 3 mois, c'est bien. Il y a aussi la grille arrière du frigo qu'il faudrait nettoyer. Après, il y a aussi l'utilisation du frigo, parce que c'est vrai que souvent, on a tendance à ouvrir le frigo et se demander la porte ouverte, bon, bah, qu'est-ce que je vais manger et tout, alors que ça... Et puis en plus, si on est en famille, c'est la fête, hein. Le Et frigo, voilà, il est ouvert 30 fois par jour, hein, Donc ça, c'est au niveau de l'utilisation. Ensuite, il y a aussi vérifier les joints, parce que souvent, il y a des fuites donc la d'air déperdition. et donc des Et donc le frigo déperditions. tourne plus. Exactement. Donc vraiment, au niveau des frigos, surtout les vieux frigos, il faut vraiment vérifier les joints de porte, c'est très important
pour faire la vérification. C'est tout simple. On ferme la porte sur une feuille de papier. Si on arrive facilement à enlever la feuille, c'est qu'il y a des fuites d'air. Mais s'il faut tirer un peu, c'est qu'il n'y a pas de fuite d'air et que Voilà, les ça, joints sont... c'est un bon truc. C'est un petit truc Ouais, comme ouais, ça. ouais, je vais l'essayer. Donc, donc déjà, il y a ça. Après, bien régler aussi la température du frigo. Et pareil pour les climatisations, pour ceux qui en ont, ben, vérifier que tout est bien fermé. Donc même les Bon, louves, l'isolation de la maison. l'isolation de la maison, c'est super important. Et puis, est-ce vraiment important de mettre sa climatisation à moins de 20 degrés? Voilà, J'avais posé la question. voilà, c'est des réflexions comme ça. Si on peut en fait la mettre juste à 25 et être bien, bah, autant la mettre à 25 et être On a quand bien. même une mauvaise habitude, c'est de mettre la clim très 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 basse bas. ou très Mhm. froide. Mhm. Et limite, on De est à mettre, presque 10. Ouais, alors, De mettre une petite laine en dans plus. certains bureaux, alors je comprends parce qu'il y a beaucoup de passages, mais on baisse la clim et on met un pull. Donc il y a une forme de paradoxe. Et pour nous, ça, c'est du gaspillage. Ben Si voilà, tu es c'est obligé du de vrai mettre gaspillage, ça, voilà, pour le si coup. tu es obligé de mettre un pull, c'est qu'elle est mal réglée et qu'il faut remonter la température. Oui, éventuellement, par rapport à la température extérieure, ta clim, tu mets à peine à 3 ou 5 degrés en dessous, pas plus. Il n'y a pas besoin. Et on va sentir tout de suite la différence. C'est tout à fait ça. Il faut juste laisser le temps, hein, à la fraîcheur de se mettre en place, mais c'est largement suffisant. Et puis mettre les timers peut-être pour la nuit aussi, Oui, pour éviter qu'elle tourne constamment. Tout à fait, pas besoin de la mettre toute la nuit parce que la nuit, ça se rafraîchit, l'air ambiant, et le matin, il fait plutôt frais, donc on n'a pas besoin d'avoir la clim toute la nuit. Au contraire, on peut attraper froid. Et dans les petits gestes avec tout ce qui est branché dans une maison, alors les écrans, les ordinateurs, les consoles, tout, enfin je sais pas, voilà, l'image Alors, derrière le montre bien. Tout à fait, on recommande d'utiliser des multiprises à boutons. C'est comme ça qu'on Mhm. appelle ces multiprises-là. Euh, Par contre, bien faire attention à ne pas les brancher, elles, en série, c'est-à-dire ne pas brancher une multiprise sur une autre Ce qui est multiprise. déconseillé normalement. C'est vraiment déconseillé Il me et ça semble, hein. peut faire des départs de feu, donc il faut vraiment être attentif là-dessus. Mais par contre, les multiprises à boutons, lorsqu'elles sont bien utilisées, nous permettent de faire des économies sur les appareils en veille. Parce qu'il faut savoir que tous Donc, les téléviseur, appareils, ordinateur. oui, ordinateur, mais aussi par exemple le micro-ondes. Si vous voyez qu'il y a des chiffres qui sont allumés, il y a aussi par exemple si une bouilloire, des fois j'ai déjà vu des bouilloires qui restent allumées. Dès que vous avez un voyant qui reste allumé, c'est que ça consomme de l'électricité. Donc en fait, il y a pas mal de choses que Faut quand faire vous une analyse quittez, dans toute la maison, tout faire à le fait. tour. Et quand vous quittez la maison, ben vous éteignez juste les boutons et ça débranche tout. Pareil pour les chargeurs de vinyle, les chargeurs d'ordinateur. Une fois que vous avez fini de recharger votre vinyle, Il faut l'enlever de la prise. voilà, il faut le débrancher, sinon ça continue de Bon, là, je me rends consommer. compte que j'ai plein de mauvaises habitudes. Ouais, moi aussi. Ouais. D'accord. Donc les veilles, en fait, c'est du gaspillage pur et dur. Parce que si on regarde une télévision, par exemple, lorsqu'elle est en veille pendant 4 heures, c'est comme si elle était restée allumée pendant 1 heure. D'accord. Donc elle consomme l'équivalent d'une télé qui reste allumée pendant 1 heure. Et si vous faites le calcul, à l'échelle de la Polynésie, de tous les téléviseurs qui restent en veille, ben en fait, vous pourriez alimenter carrément certaines îles en électricité avec toute cette énergie gaspillée. Et en parlant d'îles, justement, est-ce que certaines communes font appel à toi, Jimmy, pour passer en photovoltaïque? Oui, En tout à commune fait. ou administration, hein, Plus en plus, les communes sont de plus en plus sensibilisées à l'énergie photovoltaïque, hein, à l'énergie renouvelable de façon générale. Le problème, c'est que, comme je disais, dès qu'on parle d'îles, on parle d'autonomie, on parle de capacité batterie importante, et on parle de coûts, du coup, qui sont très importants. Aujourd'hui, les centrales hybrides qu'il y a dans les îles ont tous été financés par des fonds État-pays. Parce que la subvention, le coût est important, et sans cette subvention-là, l'installation n'est pas viable. Aujourd'hui, avec la mise en place de la péréquation, donc la subvention apportée par l'ensemble des utilisateurs de TETI vers les îles, ça va devenir de mieux en mieux rentable avec moins de subventions, donc je pense que ça va se développer plus. Il y a quand même un paradoxe, on est dans un pays qui est même très ensoleillé. Alors, tout le monde y met de la bonne volonté, ça se voit, EDT est en train de travailler sur les futures énergies, comment passer soit en hydraulique, soit en photovoltaïque. On n'a pas parlé de l'éolien. Donc l'éolien, en fait, c'est vrai que c'est quelque chose qui interpelle souvent les gens, mais on est en plein milieu de l'océan Pacifique, et il s'appelle océan Pacifique justement parce qu'il est pacifique, parce que le vent moyen à Tahiti, dans les îles,
est de moins de 6 mètres par seconde et c'est quasiment la limite de démarrage des éoliens. Voilà, mais c'est intéressant parce que donc je pense c'est- que comme moi, beaucoup se sont posé la même C'est question. ça. Donc c'est vraiment l'éolien, il est vraiment rentable que dans des sites hyper ventilés, comme peut-être à Itimana où on a un effet de relief qui peut pousser, donc ça veut dire des zones hyper limitées. Dans les îles, ça voudrait dire qu'il faut, pareil, il faut débourser une grosse partie de la cocoterie. Et à l'époque, il y a une dizaine d'années, lorsque le projet de Maki et moi a été fait, c'était sans doute concurrentiel vis-à-vis du solaire pour des moyennes grosses communautés. Mais aujourd'hui, à la baisse du photovoltaïque, c'est clairement moins rentable parce qu'il y a un problème de cyclone, on a beaucoup de problématiques sur les pièces tournantes des éoliens. Et aujourd'hui, je dirais que la question se pose plus trop, quoi. Très bien. Vaut mieux partir sur du soleil que de l'éolien dans nos sites à nous. Ça ne vaut pas en Oui. Calédonie, ça ne vaut pas à La Réunion, ça ne vaut pas ailleurs. Ah ben voilà. Je pense qu'on a réussi à parler un petit peu de tout et de faire le tour. Je veux bien que tu nous rappelles les dates de la fête de l'énergie, s'il te plaît. Donc la fête de l'énergie aura lieu le 14 octobre et le 15 octobre prochain au hall de l'Assemblée de 8h à 15h. Avec plusieurs Il y aura plusieurs activités, ateliers, intervenants. intervenants. Il y aura plein d'activités. Ça se veut vraiment des ateliers ludiques. Et donc c'est vraiment la fête. On est là pour apprendre, mais pour apprendre en s'amusant. Merci Mareva, Romy et Jimmy. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'était très intéressant. Janice, quel est le programme TV ce soir sur TNTV? Alors ce soir sur TNTV, retrouvez à 19h votre magazine de 0 à 100 km. À 19h20, un documentaire inédit de la série Des goélettes au paradis et Nukuhau direction le bout du monde. Et à 20h15, le meilleur des pâtissiers. Merci Janice. Bon après-midi sur TNTV et à demain.